Alors, mes anecdotes vous ont bien plu et ça me fait plaisir. Et vous me connaissez. Je ne peux m'empêcher de céder aux demandes du peuple. Je vais donc vous raconter d'autres trucs étranges qui me sont arrivés. Je n'ai pas à chercher longtemps. L'hôpital est vraiment une sorte de poche dimensionnelle, où il se passe toujours des trucs chelous. Un peu comme Silent Hill, si vous connaissez. Bref. J'arrête de vous faire attendre. Cette anecdote date de mon internat. Rien à voir avec les dortoirs, non. Lorsque j'étais interne, si vous préférez. Vous avez certainement entendu parler des bizutages en fac de médecine. Des bizutages du genre vraiment violent. Il y a eu pas mal de scandales là-dessus, et ça ressort régulièrement. De mon côté, je n'ai pas intégré d'association ou des machins de ce genre. J'avais déjà mes amis, et je trouvais ça ultra con ces épreuves. Bref. Un pote à moi, que l'on va appeler Jean-Jacques, a décidé d'intégrer une asso qui pratiquait le bizutage. J'étais pas mal inquiet à l'époque, surtout que Gigi est un type plutôt timide, qui n'a jamais eu trop d'amis. Donc très influençable. À l'époque, je n'ai rien dit car j'étais assez content qu'il surmonte sa phobie sociale. Mais je regrette parce que le pauvre en a plus que bavé. À vous de me croire ou pas. Car je ne peux pas du tout prouver ce que je vais vous dire. La présidence de la fac a étouffé l'affaire pour éviter le scandale. Vous ferez votre propre avis sur le sujet. En gros, Gigi m'a raconté, complètement traumatisé, son bizutage. Le rituel commençait par une grosse soirée de speak drink à gogo. En 1 heure, chaque aspirant devait boire une bouteille de vodka. Bon, jusque-là on est simplement sur du débile, mais rien de traumatisant. Quoique, j'ai toujours trouvé ironique que des futurs médecins ne pensent pas une seule seconde au coma éthylique. Mais bon, une fois que les candidats sont totalement bourrés, la seconde épreuve n'est pas d'un meilleur goût. Les hommes prennent tous une dose de Viagra. Oui, juste après avoir picolé comme des trous. Des génies, je vous dis. Et les candidates doivent toutes faire une série de danses sexy pour ces messieurs. Et ceux presque nus. Mais les mecs ne doivent pas craquer. Ceci fait, les mentors viennent les chercher pour une dernière épreuve qui se passe dans un appartement du Crous bien glauque. Comme tous les appartements du Crous, vous allez me dire. L'appart en question est préalablement vidé, et les candidats sont enfermés dedans. Une gamelle pour chien est disposée sur le sol pour chacun d'entre eux. À l'intérieur, une sorte de bouillie dégueulasse de viande informe que doivent ingurgiter en entier les pauvres candidats. Rétrospectivement, mon pote se souvient que le plat avait des éléments étranges. Il avait déjà vu ça quelque part. Il regrette encore actuellement d'avoir chassé de son esprit toutes les alertes rouges de ce qui lui restait de conscience à ce moment. Vous vous doutez dans quel état il était. Ils n'ont pas réfléchi longtemps avant de sauter dessus. Une fois que c'est terminé, les bienveillants parrains leur révèlent l'eau poteau rose. Complètement mort de rire. La bouillie en question est constituée de déchets organiques humains, volés dans les poubelles du service d'anatomopathologie, et que l'assaut récupère afin de les faire bouffer aux nouveaux arrivants. Ouais, c'est dégueulasse. Mon pote, choqué, s'est plaint au doyen, qui a simplement dissous l'association et réparti les membres dans d'autres facs. Il voulait éviter que l'affaire soit éventée, pour des raisons que vous imaginez facilement. À la suite de ça, mon ami a quitté la médecine. Mais il va beaucoup mieux aujourd'hui, je vous rassure. Afin de continuer dans le thème du bizutage, il y a tellement de choses à dire dessus. Je vais vous raconter une histoire rapportée par une amie venant directement d'Allemagne. Alors, à l'époque, elle était interne en chirurgie, et c'est un monde un peu à part. Ils sont peu nombreux, et les associations des étudiants du domaine sont vachement plus opaques que les autres, presque des sociétés secrètes. Bref, mon ami voulait évidemment s'intégrer dans le groupe, et a donc candidaté pour faire partie de la fraternité. Les épreuves pour entrer étaient assez bonnes enfants. Ça commence par une chasse au trésor le soir, c'est-à-dire que les aspirants doivent s'introduire dans la fac de nuit, pour y trouver différents objets cachés, indiqués par diverses énigmes, avec la complaisance bienveillante de la fac, habituée à ce genre de rite initiatique. Donc, ma pote, que l'on va appeler Rosette, a trouvé un scalpel, des gants, une blouse, tout l'attirail opératoire du bon petit praticien. Jusque-là, c'est thématique, vous allez me dire. Les parrains ont bien stipulé que les initiés doivent tout garder précieusement pour les prochaines épreuves, ce que Rosette a donc fait. La seconde épreuve était un cran au-dessus. Il s'agissait de passer la nuit du samedi enfermé dans une morgue, avec tous les autres candidats, et moult litres évidemment. Apparemment, ça a été le plus drôle pour elle.
Après cela ne m'étonne pas trop. Les légistes ont tendance à faire la bringue facilement entourés de morts. Alors pourquoi pas les internes? Et puis, même moi il m'est arrivé d'y boire quelques verres avec une copine, pour être tranquille et à l'abri des bruits de couloir. Bon, je m'égare. Ils sont entrés dans la morgue vers 17h, puis ont commencé leur soirée post-mortem. Le nom me fait énormément rire. Néanmoins, mon ami m'a tout de même avoué que c'était une expérience assez perturbante sur le coup. Que tout le monde était émotionnellement dérangé. Ouais, les types qui avaient organisé tout ça ont eu la bonne idée de sortir tous les corps des sacs mortuaires et les déposer à même la table, en leur ouvrant bien les yeux et en tournant les têtes dans leur direction. J'ai un jour lu une étude bidon, disant que les psychopathes sont surreprésentés chez les chirurgiens, mais je commence à me dire que c'est peut-être vrai. Vers 9h, les parrains sont venus chercher les prisonniers encore en train de cuver la veille. Les pauvres, encore dans un état second, ont été levés manu militari et emmenés vers les blocs opératoires. Ils n'ont pas vraiment compris ce qu'il se passait, mais n'avaient pas trop le courage ou la volonté de poser des questions. Rosette était même plutôt curieuse de ce qu'ils avaient prévu, tout en étant un peu énervée d'être réveillée dans sa gueule de bois. Elle n'était pas au bout de ses peines, loin de là. C'est à ce moment que tout s'est accéléré. Les parrains ont sorti des petits flacons de LSD et en ont fait prendre à tous les aspirants. Rosette n'était pas chaude du tout à cette idée. Mais son état, combiné à l'effet de groupe, à sa soirée flippante et à l'air autoritaire des types, l'a poussée à ne rien dire. Elle a donc pris sa dose comme tout le monde. Il n'y en avait pas suffisamment pour la faire planer, juste assez pour désinhiber et rendre plus docile. Alors, les parrains ont amené des cages avec des animaux sauvages endormis à l'intérieur. Il y avait des renards, des chats errants, des chiens, des ratons laveurs. Une batterie d'animaux qui ne manquerait à personne, et dont la disparition ne provoquerait pas de remous. Ils les ont disposés sur les tables d'opération, et ont ordonné aux aspirants de commencer la chirurgie. La dernière épreuve consistait à coudre entre eux plusieurs animaux. Par n'importe quel moyen. Que ce soit par des membres amputés, par l'épiderme, ou tout ce qui viendrait à l'imagination de l'initié. Le but étant que le résultat final survive au moins 2 minutes si possible. Ces petits enfoirés étaient hilars, et engueulaient ceux, la majorité heureusement, qui refusaient. Ils ont fini par tous s'exécuter. Même ma pote qui était pourtant une amoureuse des animaux. Elle n'avait plus les idées claires. Et les parrains étaient du genre violent avec les gens qui voulaient partir. La peur, la fatigue, la drogue, etc. l'ont obligé à faire un truc qui l'empêche de dormir encore aujourd'hui. Une boucherie sans nom. Les internes complètement défoncés ont taillé dans le vif de ces malheureuses bêtes, recousant dans le tas, et aléatoirement. Rosette se souvient toujours du sang qui pissait absolument partout, du couinement de douleur et de panique de ses victimes à demi endormies. Tout ça pendant que les bâtards d'organisateurs prenaient toutes les photos du monde pour se couvrir si l'un d'entre eux venait à balancer. Ouais, il n'y aurait pas de Jean-Jacques cette fois. Mon ami a fini par s'effondrer en pleurs dans un coin, en position fétale, sans pouvoir réagir autrement que par des hurlements muets épisodiques. L'horreur a fini par s'arrêter, laissant que des morceaux de cadavres d'animaux charcutés, et liant entre eux par des opérations bancales et ineptes, sous les applaudissements des confirmés. Peu de temps après ces événements, Rosette a déménagé en France pour habiter chez sa mère, et finir ses études dans la capitale. Il lui a fallu beaucoup de temps pour digérer tout ça. Même actuellement, elle a encore du mal. C'est sur cette note pleine de joie et d'espoir dans le genre humain que je vous laisse. Si vous en voulez plus, dites-le moi. Et j'essaierai d'y répondre quand j'aurai le temps. En tout cas, ne faites pas de bizutage. C'est con, inutile, et ça part souvent en couille. Prenez des verres tranquillement et allez danser. Ça vaudra mieux pour tout le monde.